Maintenant, j'aurais souhaité qu'on parle un petit peu des holdings Oui. et des différentes problématiques que j'ai eu comme retour. Donc, combien on paye quand on fait un apport de part de SCI à une holding? Est-ce que ça change Alors, le prix que la SCI elle soit à l'IS? Est-ce que ça change le prix que la SCI elle soit sous un financement ou pas un financement? Ça veut dire est-ce qu'il y a des choses qui financent des actifs immobilisés de la SCI ou pas? Voilà, comment ça se passe? Et est-ce que tu pourrais donner un exemple? hmm, Ouais, tu vois, par exemple, sur 100 000 euros, un million de 100 000 euros, sans financement, avec apport dans une SCI IS, ou avec un financement qui est encore sur 50 000 euros du capital, comment ça se passe? alors, ce qu'il faut d'abord bien expliquer, c'est que la holding, qu'est-ce que c'est? C'est une société patrimoniale. C'est une société qui est détenue par des personnes physiques, d'accord, dont le but de la société est d'avoir, je dirais, des placements diversifiés, qui sont des placements immobiliers, qui sont des placements financiers, qui peuvent être aussi des parts dans des sociétés d'exploitation. L'idée, c'est vraiment d'avoir une structure juridique patrimoniale qui est détenue par monsieur et madame, voire les enfants, et qui va permettre à la fois de contrôler l'ensemble des investissements et de se diversifier. Une fois ce préambule établi, si on va plus particulièrement sur l'immobilier, je reprends le cas, j'ai une SCI qui détient un immeuble, la question pourrait se poser, est-ce que j'ai un intérêt à la mettre dans une holding familiale ou une holding patrimoniale que j'ai constituée? Pourquoi? Parce que je suis peut-être dans une phase de réflexion, de transmission, de donation, démembrement à mes enfants, dans une phase de protection de mon conjoint, etc. Donc j'ai un intérêt ou pas à créer cette holding. À partir du moment où j'ai décidé de faire ma holding et en gros d'apporter des biens, si j'apporte des parts de SCI, là j'ai deux options. Soit ma SCI, je dirais je vais la valoriser, c'est-à-dire que je vais déterminer quelle est la valeur des parts de la SCI. Comment on détermine la valeur des parts de la SCI? On regarde la valeur de l'immeuble, c'est ce qu'on appelle l'actif net réévalué. Si je le vendais aujourd'hui, cet immeuble, sur le marché, combien j'en Quand tu percevrais? dis actif net réévalué, est-ce que tu prends en considération les financements? Attends, donc la valeur de l'actif net réévalué, je rajoute à cette valeur éventuellement de la trésorerie que je pourrais avoir dans ma SCI, et je viens déduire deux choses. Le passif financier qui est constitué des emprunts, si j'en ai, auprès des établissements financiers, et les comptes courants d'associés qui constituent une dette de la SCI envers ses associés. Ça me donne une valeur de part. Et cette valeur de part, soit je la vends, les parts des SCI, je la vends à la holding, soit je l'apporte. Dans tous les cas, c'est considéré comme une mutation à titre onéreux, c'est-à-dire une cession. Et elle est soumise à droit d'enregistrement qui sont de 5% de la valeur des parts. D'accord? Donc ça veut dire que c'est pas 5%, enfin, c'est 5,80%, c'était réévalué en mars, je crois. C'est pas 5% de la valeur de l'actif brut, c'est Non, des 5%. parts, de la valeur des parts de la SCI qui est constituée de ce que la SCI possède en actifs moins ce qu'elle doit en dette. D'accord? Ok. Alors, la particularité, c'est que si je vends les parts à la holding, c'est-à-dire que la holding va me racheter les parts, elle pourra faire éventuellement un emprunt et prendre en charge éventuellement ses droits de mutation. Ou alors, si j'apporte les titres, je suis quand même soumis à ces droits d'enregistrement de 5%. D'accord? Par contre, là, je ne touche pas d'argent, donc ça veut dire que c'est le propriétaire des parts qui va devoir assurer le paiement de ses droits. On peut les apporter en compte courant de l'associé, non? Oui, mais je veux dire, il y a un décaissement à prévoir. Et à ce moment-là, ma SCI se retrouve détenue non pas par monsieur et madame, mais par ma société holding. Ok, c'était très très clair. Donc, dans le cas d'apport de parts de SCI à une holding, je voudrais savoir qu'est-ce qui se passe quand, par exemple, la SCI elle a fait un déficit. Elle est une Alors, SCI à l'IR, enfin, qu'est-ce que ça change qu'elle soit liée à IS et qu'elle ait fait un déficit, par exemple, à N-1 et qu'à N, elle apporte les parts? Comment est-ce qu'il y a un risque de requalification au niveau du déficit, passage IR-IS, ou si on reste à l'IR, comment ça se passe en fait? au niveau des déficits, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ma SCI, si elle est à l'impôt sur le revenu et qu'elle se retrouve en situation de déficit, le déficit, c'est une notion qui est attachée aux associés à titre fiscal
personnel. C'est jamais la SCI qui est en déficit. C'est les associés qui détiennent des parts de la SCI qui vont venir constater un déficit à titre personnel. Bon. Tu parles du déficit sur le revenu brut de la première année. Voilà. Bon. Si maintenant ma SCI est à l'IS, le problème ne se pose même pas puisque la SCI à l'IS, ça veut dire que c'est la SCI qui va appliquer les règles de détermination du bénéfice et du déficit selon les règles commerciales. Et il n'y a aucune conséquence, aucune transposition de ce bénéfice ou de ce déficit sur les associés. D'accord ? Donc ma SCI, qu'elle soit, qu'elle soit détenue par la holding et tout, il n'y aura aucune conséquence sur les associés. Donc on ne perd pas le déficit qui a été engrangé les années précédentes. Non, c'est-à-dire qu'au niveau des associés, on va venir constater l'année où la SCI a fait du déficit, a fait des travaux, etc. Elle a constaté un déficit. Si 1 an, 2 ans, 3 ans après, je ne sais pas, pour des raisons patrimoniales, on décide soit de faire passer la SCI à l'IS, soit d'apporter les titres de cette SCI à une holding, on va changer, entre guillemets, les règles de calcul fiscal, mais ça ne remettra pas en cause le déficit qui a pu être constaté les années précédentes. Donc il n'y a pas de... À nuancer toutefois, Guillaume, quand même, c'est de tomber dans l'idée de dire je fais un très gros déficit, admettons en 2015, et au 1er janvier 2016, d'accord, qu'est-ce que je fais? Je bascule ma société à l'IS pour pouvoir avoir, je dirais, une neutralité des bénéfices. Bon, donc ça, il faut être très très vigilant là-dessus. Si je dois résumer ça, en tout état de cause, ce n'est pas la fiscalité qui doit, entre guillemets, primer sur l'organisation patrimoniale de la gestion des actifs par le biais de SCI ou de holding. Je suis tout à fait d'accord avec ça. Donc, dans le cas où l'asset net de la société holding est supérieur à un certain niveau qui dépasse les plafonds de l'IFI. Okay. Oui. Qui paie l'IFI? Est-ce que c'est payé directement par les gens qui possèdent les actions de la holding ou est-ce que c'est déduit professionnellement par la holding? Est-ce que le fait que ça soit une société, ça change quelque chose? Parce que moi, il me semblait que même si on a dit que c'est une société commerciale, il me semble quand même qu'on doit payer de l'IFI. Est-ce que dans ce cas-là, c'est déductible? Voilà. Alors, là, il y a plusieurs questions dans la problématique. Premièrement, l'IFI, c'est l'impôt sur la fortune immobilière. C'est ce qui a remplacé l'ISF depuis le 1er janvier 2018. D'accord ? La particularité de l'IFI, c'est que c'est un impôt qui ne vient taxer que le patrimoine immobilier des contribuables. Ouais. D'accord ? Oui, patrimoine net. D'accord ? Le seuil d'entrée à l'IFI est toujours le même, c'est-à-dire 1 300 000 € net. C'est le même seuil qu'à l'ISF. Le seuil de calcul de l'IFI est toujours le même, déclenchement du calcul de l'impôt à partir de 800 000 €. D'accord ? La seule différence, c'est qu'on va changer la base de taxation. Et quelqu'un qui est assujetti à l'IFI, c'est-à-dire qu'on va regarder l'ensemble de son patrimoine immobilier, que ce soit de la détention directe, c'est-à-dire des immeubles, d'appartements, maisons qui lui appartiennent en direct, soit de l'immobilier indirect, par le biais de parts de SCI, de parts de SCPI, soit même par le biais d'épargne financière qui serait investie pour partie dans des unités de compte, si on prend le cas d'assurance vie, dédiées à l'immobilier. Ça veut dire que les rates, ça rentre à l'intérieur? Comment? Les rates qui sont cotés en bourse, tout ce qui est coté en bourse. Oui, ou dans un contrat assurance vie, vous avez 100 000 € avec 80 000 € d'épargne financière et 20 000 € sur de l'immobilier. On devra reprendre à l'IFI les 20 000 € de l'unité de compte spécifique immobilier. C'est une petite parenthèse, mais tout ce qui est possédé en SICAFI en France, par exemple? Oui, tout ce qui est à vocation immobilière repris dans le patrimoine taxé à l'IFI. Bon. Okay. Maintenant, la particularité que tu évoques, c'est de dire holding, etc. Il ne faut jamais oublier aussi autre chose, c'est que l'ISF permettait d'être exonéré aux contribuables dès lors que c'était leur outil de travail, leur outil professionnel. Quand on parle d'outil de travail, outil professionnel, il y a la société d'exploitation ou le fonds de commerce artisanal ou le fonds de patientèle libéral si c'est un professionnel libéral. Et on exonérait également l'immobilier affecté à l'exercice du professionnel. D'accord ? Ça va ? Que je sois détenu en direct ou par le biais de sociétés civiles, etc. Dans le cadre d'une société de holding patrimoniale. Alors,
On y vient. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si effectivement j'ai une société holding patrimoniale avec de l'épargne financière, je ne suis pas redevable de l'IFI. Par contre, si dans ma société holding patrimoniale, j'ai une partie d'investissement qui est affectée à l'immobilier, cette partie devra être reprise dans le calcul de la base de taxation de l'IFI. D'accord ? Au niveau du paiement, si je me retrouve assujetti à l'IFI, d'accord, le paiement se fait, d'abord, ça se déclare au moment de l'impôt sur le revenu. Donc là, on est en pleine période de taxation puisqu'on a jusqu'au 15 juin pour déclarer l'IFI. Et ensuite, c'est le Trésor public qui appellera au mois de septembre le paiement de l'IFI qu'il aura constaté dans l'avis d'imposition au même titre que l'impôt sur le revenu. Enfin, je suis désolé, mais ça ne répond pas à ma question. Tu m'avais demandé qui paye. J'ai toujours pas compris. Qui paye? En fait, l'IFI, c'est un impôt qui est personnel, qui est attaché à la personne, donc il sera mis en recouvrement au niveau de la personne physique et pas de la société. Et donc ça veut dire qu'imaginons qu'on ait une holding, par exemple à 2, Oui. qui a par exemple un actif net de 5 M. Oui. Dans ce cas-là, comme on est à 2, on ne serait pas redevable. C'est pas ça, c'est que dans ta déclaration IFI, tu devras dire par exemple 50% de ma holding qui est purement immobilière, je le mets dans ma taxation, d'accord? Dans ma base d'impôt. Donc tu prends 50% de la valeur. Si on est à 2, ouais, 50-50. Ça fait 750. Tu vas rajouter ça au patrimoine personnel. Le fisc va dire, voilà, Monsieur Salomon, ça fait, j'en sais rien, 5 000 € d'IFI. Monsieur Glockner, ça fait 5 000 € d'IFI. Et on recevra au mois de septembre chacun un avis d'imposition à hauteur de 5 000 €. Ce n'est pas adressé à la holding. Donc en général, je crois que c'était à peu près 1% jusque... Alors pareil que l'impôt sur le revenu, c'est que l'IFI suit une tranche marginale d'impôt. Donc il y a 800 000, il y a 1,3 million, il y a 2 270 000. Et en fait, c'est en fonction de la valeur je dirais, du patrimoine immobilier taxable que se calcule l'impôt. Mais ça veut dire que c'est un impôt proportionnel. Et donc l'impact sur les flux de trésorerie, il est énorme. Parce que comme c'est du non déductible... Alors l'IFI est quand même déductible du montant de l'impôt dans le calcul. Comme c'était le cas l'ISF. Du montant de quel impôt? De la base, c'est-à-dire que si je fais mon IFI et que je suis à, j'en sais rien, 1 350 000, le système informatique va calculer, je ne sais pas, 2 500 € d'IFI, les 2 500 € vont se mettre en moins. Mais ça, c'est de l'automatisation. En moins de quoi? De la base de taxation, c'est une dette déductible. Ça veut dire que sur le revenu global brut, on peut déduire... Pas le revenu, sur la base d'assujettissement à l'IFI. Ouais, c'est pas très clair. Non, ça, mais je ne vais pas rentrer dans le détail. Et donc, en fait, quand on réfléchit quand même bien, l'IFI le fixe taxe à titre personnel. C'est la société qui va être taxée à l'IS qui va percevoir ça. Pour que le propriétaire y perçoive, il va soit le faire. Il va devoir le payer sur ses deniers Soit personnels. il va se mettre salarié de la société, soit pas forcément, il va prendre de l'épargne, etc. Et donc là-dessus, il y a une plate taxe. Ça veut dire qu'il va avoir... Si effectivement il n'a pas d'argent pour payer l'IFI et qu'il est obligé de faire une distribution de dividendes de sa holding à l'IS, effectivement, il devra acquitter en amont une flat tax de 30%. Et donc ça devient très difficile. C'est-à-dire que c'est de la taxation sur la taxation. Ouais, ça veut dire double taxation. Oui. Donc je ne savais pas que c'était légal. Et ensuite, quand on a déjà, c'est compliqué d'avoir des prix cash flow quand on est sur des sociétés SCI. Ok, même IS c'est plus facile que IR, mais c'est quand même difficile. Il y a une partie du capital qui va être taxée à l'IS, oui. Qui ne va pas dégager le flux. Donc finalement, il va rester un autre flux qui va être retaxé à la flat tax. On est d'accord? Oui, oui. Et ensuite, la personne qui a été taxée à la flat tax, là, elle va repayer l'IFI. Même s'il n'y a pas de cash qui sort de ça. Donc ça veut dire que ça va devenir quasiment impossible. Ça veut dire que c'est une fiscalité qui est... Ça peut être une fiscalité, je ne vais pas dire confiscatoire, mais une fiscalité lourde si derrière on n'a pas anticipé toutes ces problématiques d'imposition, d'options IS ou IR dans la holding et si on n'a pas anticipé effectivement ce nouvel impôt de la fortune immobilière. Donc c'est quand même des choses qui sont importantes. Ça pousse derrière l'idée de dire est-ce qu'à un moment donné, si mon patrimoine est majoritairement, exclusivement immobilier, est-ce qu'il ne faut pas que je l'allège? Voilà, tu voudrais dire de relâcher des actifs. De vendre des actifs immobiliers et de les réinvestir sur l'épargne financière, ce qui est la volonté du législateur. Aujourd'hui, le gouvernement souhaite que les particuliers
mettre de l'épargne dans le circuit économique, donc dans l'investissement des sociétés PME ou pas, etc. Ok, en fait, c'est logique. Ça veut dire que ça renforce les capitaux propres, finalement, et ça fait travailler Exactement. le système. Exactement. Et la réforme de l'assurance vie qui est en train d'être préparée par le gouvernement va dans ce sens-là. Ouais, c'est joli. Donc ensuite, concernant les holdings, j'avais déjà entendu dire qu'on pouvait mettre, enfin j'ai plusieurs questions, mais des bureaux en ZFU qui avaient des avantages dans le cadre d'une société holding où on loue des bureaux dans ZFU et à l'IS. Quel avantage? Alors là, je vais être très clair, il faut être extrêmement vigilant sur les zones franches urbaines qui sont des dispositifs d'allègement fiscaux qui sont votés par le législateur et qui sont en fait appliqués à des zones géographiques qui sont en retard de développement économique ou en tout cas à des zones géographiques qui ont besoin d'être dynamisées. Donc le principe, c'est de dire quoi? Venez professionnels, libéraux, pas libéraux, vous installer dans des zones franches urbaines, embaucher du personnel et nous, on vous octroiera des aides sociales sur les charges patronales et on vous octroiera des aides au niveau de l'imposition de vos bénéfices. Ça, c'est le principe général de la zone franche urbaine. D'accord? Maintenant, le législateur n'est pas fou, c'est-à-dire qu'il a quand même mis des limites, des barrières, etc., qui fait qu'il faut vraiment prouver d'abord que, 1, j'ai l'activité économique réelle dans la zone franche, et 2, que j'ai, je dirais, les obligations d'embauche, etc., qui soient faites. C'est-à-dire qu'un professionnel qui viendrait s'installer en zone franche, mais qui aurait tout ou partie de son activité hors zone franche, même si son siège est domicilié dans la zone franche, il ne pourrait revendiquer aucune exonération fiscale. D'accord? Donc ça, il faut quand même bien l'avoir. Après, tu évoques les bureaux dans la holding, etc. Je vais dire, aujourd'hui, la zone franche, elle est réservée à la pratique professionnelle. Donc, il faut que ma société, ou si je suis en libéral, j'ai vraiment l'exercice professionnel de l'activité. Si une holding, elle n'a pas d'activité professionnelle, tu ne pourras pas revendiquer l'exonération d'une zone franche urbaine. Par contre, ça peut être très intéressant pour un BNC qui irait s'installer. Oui, tout à fait. Ok. Donc, ensuite, une dernière question. Concernant les holdings, imaginons qu'il y ait une SCI qui soit à l'IR, Oui. okay, et qui soit intégrée avec une holding à l'IS. Comment ça se passe au niveau de la comptabilité de la société IR? Alors c'est très simple, la SCI qui est à l'IR, d'accord, elle a des associés qui sont soit des personnes physiques, soit des sociétés civiles ou des holdings qui peuvent être à l'IR. Et là, à ce moment-là, il n'y a rien qui change, c'est-à-dire qu'on va établir la règle de translucidité, c'est-à-dire qu'on va faire la comptabilité et la fiscalité de la SCI comme pour des personnes qui sont assujetties à l'impôt sur le revenu. D'accord ? Si maintenant ma SCI elle est détenue en totalité ou je vais dire à 20, 30, 40, 50% par une société qui est à l'IS, là la règle est très simple, c'est-à-dire qu'on doit retraiter sur la quote-part de détention de la société qui est à l'IS, le résultat comme si il était déterminé selon les règles IS. D'accord ? Et au niveau de la société IS, on devra venir constater dans le résultat fiscal de la société holding IS la quote-part de bénéfice ou la quote-part de déficit de sa participation dans la SCI à l'IR. Ok. D'accord ? Ouais, c'est très très intéressant.